à l'occasion de l'ouverture de la nouvelle chaire Monde francophone du Collège de France. Rendez-vous avec l'écrivaine haïtienne Yannick Lahens, prix Femina il y a 4 ans pour Bain de Lune. Femme de combat, l'auteur de L'Oiseau Parker dans la nuit chez Sabine Vespizer. Il prononcera ce soir sa leçon inaugurale, Urgence d'écrire, rêve d'habiter, à écouter tout de suite sur France Culture. La grande table. Olivia Gesbert. Urgence d'écrire, rêve d'habiter, un plaidoyer d'abord littéraire. Bonjour à vous Yannick Lahens. Bonjour. Une étape importante pour vous, l'ouverture de cette chaire, on l'imagine. Une étape importante dans quoi ? Dans un processus de réappropriation, puis de retransmission des savoirs qui a mis du temps à s'enclencher. Oui, tout à fait. Et j'espère que cette chaire, avec ce premier cours, sera l'occasion précisément de partager ces savoirs. Parce que finalement, jusqu'à aujourd'hui, ça ne se fait que dans un sens. C'est-à-dire la France qui distille son savoir à ces mondes francophones dits périphériques. Et je crois qu'il est temps, justement, que ces mondes francophones autres puissent faire connaître aussi bien leur histoire, leur littérature et que leur savoir-vivre, leurs mœurs. Et en ce sens, je suis très contente que l'intitulé du cours soit au pluriel. Parce que le monde francophone, c'est d'abord une diversité qui n'a pas encore déployé toutes ses potentialités. Voilà, le pluriel, on ne l'entend pas si facilement parce que c'est monde francophone, mais ce sont les mondes francophones. Alors, il y a un mot que vous avez banni de votre langage, c'est la francophonie, justement au singulier. Oui, non, parce que... En fait, la francophonie, c'est d'abord un instrument politique et économique de négociation de la France avec un certain nombre de pays francophones. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui est resté culturellement et linguistiquement du contact de la France avec, en ce qui me concerne, Haïti, c'est-à-dire les populations mises ensemble, mises en contact. Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui et qu'est-ce que nous pouvons faire surgir justement de l'ombre ? Parce qu'il y a des pans entiers de l'histoire qui constitue aussi l'histoire de France, mais qui n'est pas intégré au récit national français, par exemple. Les mondes francophones au pluriel, donc pour signifier un espace culturel marqué par la diversité et l'altérité de et dans ces mondes. La littérature, pour vous, Yannick Lahens, est porteuse d'histoire ? Ah, tout à fait, parce que... D'abord, il y a des narrations du monde, et si on pouvait se contenter seulement de ce qu'on entend raconter... la littérature n'aurait pas raison d'être. La littérature, c'est justement de pouvoir dire tout ce qui manque. Parce qu'il y a toujours des mots qui manquent au monde, et la littérature est là pour ça, justement. Mais est-ce que pouvoir dire ce manque-là. Mais c'est une histoire avec un grand H, forcément. C'est-à-dire, elle est porteuse d'une mémoire, d'un passé, ou est-ce que c'est simplement aussi une littérature qui se doit d'être porteuse d'histoire avec aussi un petit H, avec ce que toutes nos vies portent en elles aussi, des trajectoires. C'est vrai que la littérature haïtienne, on ne peut pas en comprendre l'exceptionnalité, si je peux dire entre guillemets, si on ne la relie pas à l'histoire. Même dans dans l'histoire même de la littérature haïtienne, vous avez une diversité extraordinaire. Il y en a qui refusent toute référence à l'ethnie, la classe et l'histoire, et qui veulent une littérature juste ouverte sur le silence et l'inconnu, et puis il y en a d'autres qui ont une littérature beaucoup plus engagée. C'est ce qui fait la diversité et la richesse de la littérature haïtienne. Mais ça, c'est quelque chose qu'on choisit ou qui s'impose à vous ? Vous avez fait votre choix, vous, par exemple, dans ces deux courants ? Moi, j'aime beaucoup faire l'oscillation entre l'intime et la société, l'intime et l'histoire. Je trouve ça magnifique parce que l'histoire, c'est ce qui arrive à des individus. Et j'aime bien montrer ce qui en reste dans l'intimité. Et de faire partager peut-être ce qui est de l'ordre de mes obsessions à mes lecteurs. Absolument. Oui. La littérature comme fait collectif ou individuel. On va écouter une autre grande voix de la littérature haïtienne, Marie Scondé. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de tâche pour la littérature. Chaque écrivain, en fonction de son histoire à lui, de son rapport au monde, crée un langage qui n'appartient qu'à lui et qui est le sien, qui peut-être, comme vous dites, rappelle des langues enfouies, peut-être pas en préfigure qui ne sont pas encore en existence, mais finalement, on n'a pas le droit de demander à une littérature faite par des individus isolés de répondre à une sorte de besoin global édicté par l'autre. La plupart du temps, on veut imposer à l'écrivain antillais
une série de tâches, de fonctions. On veut lui donner une voix. Et alors qu'en fait, il est absolument libre de créer sa voix et d'agir selon son imaginaire. Une autre grande voix de la littérature francophone, voilà, et elle est antillaise, Maryse Condé, pardon. Sur ce fait collectif et cette particularité individuelle. Elle comparait sa plume dans cet entretien avec d'autres écrivains antillais et parlait de la particularité, de la vision de chacun avec des points communs qui traversent aussi leurs œuvres. Elle estime que chacun a sa touche, sa particularité aussi. Absolument. Et la littérature, justement, la voix est importante parce qu'on va reconnaître un écrivain justement à sa voix, à cette manière qu'il a... En fait, je dis toujours à ce savoir intime, parce que nous avons chacun, comme écrivain, un savoir intime. Et ce savoir intime qu'on veut partager avec l'autre. Et c'est ce savoir intime, on veut aller au plus près de ce savoir intime. Et pour moi, c'est le rythme qui est important, c'est-à-dire trouver la musique de ses propres mots, toujours. Et la ponctuation, le rythme est pour moi très important quand j'écris, parce que je pense que on peut toucher rien qu'avec cette musique. On sait qu'elle est particulière parce qu'elle correspond à la voix d'une personne, d'un individu. Mais c'est aussi de dire qu'il n'y a pas de tâche dont il faut charger la littérature. En tout cas, il ne faut pas lui faire endosser une responsabilité supérieure à ce à quoi elle peut prétendre. Tout à fait. Et je crois que c'est consubstantiel à ce qu'on écrit. On n'a pas besoin de mettre une étiquette, un drapeau. Voilà ce que je pense sur le plan politique. Voilà ce que je pense. Au contraire, moi, je trouve que, par exemple, le roman, c'est un genre que j'aime beaucoup parce que c'est un espace où on peut déployer précisément la complexité. Et on peut rester dans l'interrogation, c'est toujours une conclusion ouverte. On n'a pas à donner des mots d'ordre politique, on n'a pas à donner un savoir définitif et conclusif sur le monde, non. Au contraire, dans le roman, on peut déployer la complexité de manière formidable et infinie. Yannick Lahens, ce soir à 18h, vous la prononcerez, votre leçon inaugurale, à l'occasion donc de l'ouverture de cette nouvelle chaire Monde au pluriel francophone du Collège de France. Quels sont les premiers mots de cette leçon ? Vous les avez déjà ? Oui, l'émotion, la première fois, il y a déjà des années où j'ai franchi les portes du Collège de France. Voilà, ce seront les premiers mots. Ce sera sur cette émotion-là ? Tout à fait. Et en quoi elle était particulière ? Parce que c'est un haut lieu du savoir, et j'étais étudiante en France, et arrivée au Collège de France, c'était autour d'un cours sur Michelet, que j'avais suivi à la Sorbonne. Il y avait une journée particulière autour de Michelet. Et ça, vraiment, je ne l'ai jamais oublié. Ça voulait dire quelque chose. Ah, tout à fait. Parce que et Michelet est resté aussi, La sorcière de Michelet, un texte qui m'accompagne jusqu'à aujourd'hui. Oui. Vous serez et vous êtes la première ambassadrice de cette nouvelle chaire. Quels sont les auteurs qui seront invités à se joindre à vous au Collège de France? Ces voix que vous entendez convoquer dans cette leçon inaugurale, mais aussi dans les cours que vous y donnerez. Ah là là, il y a beaucoup d'écrivains haïtiens du 19e siècle qui ne sont absolument pas connus, parce que les gens s'imaginent qu'il y a eu 1804, l'indépendance, et puis bon, quand ils ont entendu parler après de Duvalier et les tontons Macoute, mais entre les deux, il ne s'est rien passé. Il s'est passé énormément de choses le 19e siècle. Il y aura les 3 décennies d'exception, là encore, une période où Haïti a été une sorte de point focal qui irradiait et recevait. Il y a tellement eu de gens à passer en Haïti, Wilfredo Lam, Nicolas Guillen, André Breton, Jean-Paul Sartre. C'était une époque extraordinaire. Et là, les gens ne le savent pas non plus, enfin, le grand public français. Il y a la période qui va suivre avec les poètes d'Haïti littéraires qui sont vraiment les grands poètes que nous avons. Il y a toute l'immigration d'écrivains qui vont aller vers l'Afrique, une partie d'entre eux vont contribuer à une transversalité sud-sud, je peux dire, du monde francophone. Il y aura ceux qui iront vers le Canada, donc qui participeront à la Révolution tranquille au Canada. Ça fait sud-nord. Et puis, il y a aujourd'hui, pour aller très vite, il y a l'écriture des femmes, très important aujourd'hui. Et puis, conclure par cette littérature qui se fait maintenant dans 4 langues. Et ça, c'est une préfiguration du monde en train de se faire aujourd'hui. Les langues n'ont pas qu'un seul drapeau, qu'une seule patrie. Une seule terre, une urgence à écrire et à décrire, Yannick Lahens. Écrire pour dire qu'on existe, c'est donc le titre de cette leçon inaugurale. Urgence au pluriel d'écrire, rêve au pluriel d'habiter. Mais qui en doute que vous existiez? À qui s'adresse cette affirmation? Contre quelle invisibilité entendez-vous lutter? Tout à fait, parce que
Quand on lit aujourd'hui, par exemple, le récit national français, vous lisez sur la Révolution française, on ne fait absolument pas mention de la Révolution de Saint-Domingue. Or, cette bourgeoisie qui était fer de lance de la Révolution française, une grande partie d'entre elles s'est enrichie avec le commerce du sucre dans les colonies, l'esclavage et la colonisation. Mais quand vous lisez l'histoire de la France, ça n'apparaît pas. Quand vous lisez sur le XVIIIe siècle français, vous ne savez pas qu'il y a toute une culture populaire en Haïti qui a été construite avec justement la rencontre de populations du XVIIIe siècle français, des régions d'où venaient ceux qui partaient à l'aventure. Il y a des tas de choses qui ne sont même pas dans ma leçon, que par exemple la Marseillaise, qui était interdite en France, était chantée en Haïti jusqu'en la fin du XIXe siècle. Et en attendant que nous ayons notre propre hymne national, que, je sais pas moi, que la langue française a été imposée comme langue de communication à l'ONU grâce au vote haïtien qui a sauvé la langue française. Il y a tellement de choses sur lesquelles je pourrais parler, de choses dont je pourrais vous parler, mais qui sont complètement ignorées de je pourrais dire ce qu'on appelle en anglais le mainstream, c'est-à-dire les choses convenues dont on parle aujourd'hui en France, en ce qui concerne l'histoire de France, ou la civilisation ou la littérature en français. Donc écrire pour être à la hauteur de ce que vous avez appelé cet impensable, c'est-à-dire cette révolution haïtienne qui fait partie des 3 grandes révolutions, vaincre l'armée de Napoléon, on en parle peu, on ne le sait pas, donc écrire aussi pour montrer au monde qu'on existe, que vous existez, contre l'ignorance qu'on peut avoir ici, repartager les savoirs, mais est-ce que c'est aussi une réaffirmation qui est nécessaire aujourd'hui à Haïti, en Haïti ? Est-ce que certains doutent de cette existence, ou est-ce que ce savoir-là, il est très partagé et très su ? Je crois que moi, je suis surpris jusqu'à présent, même des gens qui ont, je ne sais pas moi, un doctorat, qui ont fait une grande école, mais l'ignorance immense de ces personnes sur quelque chose qui représente quand même l'histoire de France. Et de voir qu'un jeune Haïtien, comme c'était mon cas, qui arrive en France, mais j'en sais plus que ces personnes sur la France, que ces personnes n'en savent sur Haïti. Donc il y a quand même le fait que ce soit une littérature, elle a été obligée de s'imposer de 1804 à 1820 et qu'elle a payé une dette à la France de 1820 à 1945. Donc, un siècle et demi de... Voilà. Donc Haïti va connaître que c'est un moule dans lequel seront coulées les relations Nord-Sud. Donc il y a toujours eu cette difficulté, cette urgence ne nous a jamais quittés. C'est le premier. Aujourd'hui, l'urgence est encore là. Et la littérature a toujours été dire qu'on peut habiter le monde de plein jour et de plein pied malgré ces difficultés. Je pense que il y a une sorte de mouvement de par cette histoire précise.
Et je crois que c'est ce dehors-là qui me nourrit une fois que je rentre et que je commence à écrire. Je crois que je porte avec moi dans la poussière de mes chaussures, de mes semelles, toute cette vie. Et en même temps, ça me permet au fur et à mesure de mes expériences. Vous, quand vous êtes en Haïti, qu'est-ce que vous voyez? On est 9 ans après ce séisme qui a détruit, ravagé une fois encore l'île. Vous l'écriviez, la misère est encore plus frappante quand on fouille dans ses entrailles. Le séisme lui a retourné les viscères. Ça, c'était extrait de Faille, ce récit écrit à vif en 2010, où vous racontiez le millefeuille de failles qui avait fragilisé aussi Haïti, failles géologiques, failles sociales, failles politiques, tout sauf failles poétiques finalement. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous voyez autour de vous? Ce que je vois, c'est certainement la grande patience du peuple haïtien. L'école pour l'enfant au bout d'un mois, parce que l'école n'est pas gratuite pour tout le monde. Si un enfant tombe malade, comment on va l'emmener se faire soigner? Est-ce que l'hôpital aura même du coton ou des médicaments? Dans une ville où souvent il y a des coupures d'électricité, très peu de présence policière, et malgré tout, on se réveille le lendemain, on retrouve les magasins, on retrouve les maisons qui n'ont pas été cassées. Je trouve qu'il y a une sagesse peut-être un peu de la culture qui s'est constituée, culture communautaire, rurale, populaire, qui nous sauve encore. Et c'est une grande sagesse parce que dans des pays où les gens ont accès à l'eau, qui ont accès aux soins médicaux, je trouve que la violence est plus forte, beaucoup plus forte que les images qu'on veut à chaque fois montrer sur Haïti. Je trouve que non. Le peuple haïtien est très patient. Et je m'interroge souvent à partir de ça, sur la condition humaine. Qu'est-ce que c'est que la violence? Qu'est-ce que c'est que la sagesse? Qu'est-ce que c'est que, quand même, cette manière d'être dans la communauté? C'est-à-dire que quand on est dans un quartier, il y a une sorte de solidarité qui se crée. Et pour moi, c'est intéressant de comparer ça avec d'autres espaces culturels. C'est aussi une manière quand je regarde les jeunes qui continuent à créer. Festival de théâtre pendant un mois dans un pays où il n'y a pas vraiment de salle de théâtre. Des ateliers de sculpteurs, de peintres qui s'ouvrent. Des associations littéraires un petit peu partout dans toutes les grandes villes maintenant. Waouh! Je me dis qu'ils ont énormément de foi. Et de foi en la beauté. Et ça, je dis, ça nous sauve de toutes les autres misères. La décharge publique est à quelques mètres d'une mer sale et boueuse. C'est là que la ville exhibe ses tripes véreuses, carcasses en fer rouillé, bouteilles en plastique, charognes au ventre étalé, sandales, chaussures et pneus usagés. Le soleil se brise en éclats lumineux sur les tessons de bouteilles, des débris de verre. C'est un paysage sans état d'âme. De petites particules noires dansent dans la fumée des pneus. Les rares passants ferment les yeux, se bouchent le nez. Les camions de la voirie jettent régulièrement des cadavres anonymes et ceux dont les mafieux et d'autres veulent se débarrasser. 2 chiens errants se disputent, crocs tendus, les restes d'un corps. Un porc enfonce tranquillement son museau dans ce que les 2 chiens veulent lui laisser, bras, jambes ou thorax. La veille, les corps de David, de Steve et de Patrick sont tombés du coffre de la Isuzu noire, face contre terre, dans un envol de mouches. Ces mots que vous avez écrits, qui sont extraits de la nouvelle La Petite Corruption, qui est dans ce recueil de nouvelles l'Oiseau par cœur dans la nuit, ces mots que vous avez datés de 1997, en tout cas l'histoire, la situation, je ne sais pas quand vous les avez écrits, puisque ce recueil rassemble des nouvelles écrites entre les années 90 jusqu'aux années 2000. Est-ce qu'ils seraient les mêmes? Vous les réécririez aujourd'hui? Oui, comme je pense que les jeunes écrivains mexicains le font pour Tijuana, Ciudad Juárez, ou voilà.
Et d'autres jeunes auraient pu l'écrire au Honduras. Je crois que la majorité du monde, ce que j'écris, c'est la majorité du monde. Et la minorité du monde, c'est là où je suis aujourd'hui, quoi. Voilà. Un monde moderne. Haïti, un pays fabriqué par la modernité qui doit aujourd'hui trouver sa place dans ce monde moderne. Mélissa Lavo chante et parle du créole, cette langue qu'elle a réadoptée. Le créole est une langue si moderne qu'il y a le pronom neutre qu'il n'y a pas en français. Du coup, il a dépassé le français dans sa modernité. Ça me touche en tant que personne queer. Ça me touche en tant que personne qui est trilingue. Ça me touche parce que je me dis qu'Haïti, avec ses traditions, avec son histoire particulière, elle a sa place dans un monde moderne. Mélissa Lavo, cousin, extrait de son dernier album radio Sewell, la chanteuse et guitariste qui recherche aussi ses sources haïtiennes à travers cet album entièrement en créole. Elle sera avec Charlie Sanga samedi 30, celui d'après, à La Roche-sur-Yon, et c'est son retour qui est très attendu aussi à Angoulême le 31 mai à l'occasion du festival Musique Métisse. Le créole, cette langue officielle de nouveau depuis 87, c'est une langue qui a frôlé la mort, Yannick Lahens. Ah, jamais. Je crois que, en fait, la population majoritaire a toujours parlé créole, et même celle qui n'est pas majoritaire, on parlait créole dans les maisons. Et aujourd'hui, justement, le fait qu'elle soit officialisée, je crois que les jeunes d'écrivains, justement, n'ont plus ce besoin de l'utiliser de manière volontariste, comme ça a été le cas de ma génération, celle qui m'a précédée. Donc, ils écrivent indifféremment. Je prends le cas de James Noel, de Mackenzie Orsel, indifféremment en créole ou en français. Et je pense qu'ils ont une liberté que nous n'avions pas, nous. Aujourd'hui, c'est deux langues qui cohabitent en vous de manière apaisée, ou ça reste encore un peu conflictuel? Il n'y a pas de conflit, mais comme j'ai appris, moi, ma génération à écrire en français, je dois faire tout un apprentissage de l'écrit créole. Parce que c'est pas parce qu'on parle une langue qu'on peut être écrivain dans cette langue. Il faut quand même la maîtriser et maîtriser le niveau littéraire. Et pour moi, là, je suis en train de traduire. L'un de vos livres? Oui, mes nouvelles en créole. Pour moi, c'est le début d'un apprentissage. Voilà. De repasser d'une langue à l'autre. Ah oui. Apprendre à l'écrire, tout surtout. À fait. Vous serez donc ce soir à 18h pour votre leçon inaugurale au Collège de France. C'est en public. Peut-être quelques mots créoles se glisseront aussi dans cette leçon. Tout à fait, des titres aussi. De livres, oui, tout à fait. Et j'aurai un cours sur la littérature en langue créole. Pour inaugurer cette chaire des mondes francophones au Collège de France. Merci beaucoup à vous, Yannick Lahens. Merci.